Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Dimanche, c'était la Journée internationale de la femme et nous avons reçu une demande toute spéciale du nouveau directeur général du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, M. Eric Christensen, qui désirait souligner le travail accompli par le personnel féminin du centre et aussi de toutes les femmes qui œuvrent dans le milieu communautaire. Nous sommes accompagnés également par Mme Elisabeth Simoneau, qui est la directrice clinique ici au Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Oui, c'était une occasion spéciale que vous désiriez souligner finalement aujourd'hui. Oui, bien, je pense que le 8 mars, c'est une belle journée pour dire publiquement ce que nous, on voit au quotidien dans nos centres de pédiatrie sociale, mais je pense que c'est la même chose dans tous les centres de pédiatrie sociale puis les organismes communautaires. Beaucoup d'organismes communautaires, en effet, reposent sur les épaules des femmes. Oui, l'implication qui passe des fois dans l'ombre. Hein? Fait que je pense que c'était la belle journée pour donner une petite tape dans le dos puis dire qu'on apprécie énormément ce travail-là qui est fait des fois sans trop de fanfare, mais qui est tellement important. Ouais. C'est une très belle initiative. Puis je le remarque moi aussi, regarde, dans le milieu communautaire, c'est des femmes presque mur à mur, finalement, qui permettent de porter tout le réseau du milieu communautaire et de le mettre à l'œuvre. Cette année, finalement, marque le 10e anniversaire du Centre de pédiatrie sociale. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru depuis sa fondation et sur l'impact des femmes dans son évolution également? Bien, 10 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'enfants qui ont été accompagnés à travers ces années-là, beaucoup de rencontres, de changements dans des trajectoires de vie des enfants. Puis tout ça aurait été pas possible sans l'apport des femmes parce que c'est vraiment pour notre histoire à nous, c'est sûr, là, on est porté à généraliser, mais on parle de notre expérience à nous ici au Centre de pédiatrie, puis en même temps, bien, ça se voit dans d'autres organismes puis dans d'autres centres de pédiatrie, mais c'est une majorité féminine qui a occupé les différents postes, autant au niveau des intervenantes qu'au niveau de la gestion administrative. C'est vraiment des femmes qui ont porté la mission du Centre de pédiatrie puis qui ont fait une différence au fil de ces années-là. Puis même si on pense aux médecins ici, là, Dr. Cindy Fauché, c'est elle qui est présente depuis le tout début. Puis c'est une femme de cœur engagée qui a accompagné plusieurs enfants. Fait que vraiment, le rôle des femmes a été central là, pour notre histoire à nous à travers ces 10 années-là. Parfait. Puis même au niveau de nos centres, effectivement, c'est super important. Puis j'irais même plus loin au niveau du réseau de la pédiatrie sociale a été porté à bout de bras par des femmes extraordinaires qui ont parti des centres. On pense aux centres qu'on appelle nos centres mentors, à Gatineau avec Dr. Bureau, à Saint-Jean avec Dr. Sonia Péloquin, Hélène Souy-Trudel, qui est la conjointe de Dr. Julien, a travaillé très fort pour rajouter le côté des droits dans la pédiatrie sociale. Évidemment, nos enfants, avec les choses qu'ils vivent, bien, leurs droits sont inévitablement bafoués. Donc, ça fait partie maintenant intégrale du modèle de la pédiatrie sociale, les droits. Et elle a amené ça aussi, qui est maintenant une partie très, très importante de la pédiatrie sociale. Fait qu'ils ont transformé aussi l'évolution de la pédiatrie sociale dans les dernières années. Et sincèrement, si ce ne serait pas pour toutes ces femmes-là qui sont, oui, en tant au niveau médical, au niveau de l'intervention psychosociale et les gestionnaires, et les conseils d'administration qu'il ne faut pas oublier non plus, qui sont les administrateurs de tous les centres de pédiatrie sociale. On essaie de trouver une équité là, dans les CA, mais quand même, il y a beaucoup, on a beaucoup d'apports du côté féminin là, dans nos CA. Beaucoup d'implications à ce niveau-là. Non seulement, finalement, dans le fonctionnement de tous les jours, mais comme on le dit aussi dans le conseil d'administration. Pourquoi était-il important pour vous de profiter de cette journée, finalement, pour mettre en lumière le travail des femmes de votre équipe? Bien, moi, je trouve qu'ils travaillent dans l'ombre. Oui. Je veux dire, des fois, on a des professions où on en entend parler, où il y a beaucoup plus de visibilité, où les gens donnent des tapes dans le dos. Ce qu'ils font, l'équipe ici au quotidien, c'est incroyable. Ils viennent chercher la confiance dans des gens qui ont perdu la confiance. Ils viennent chercher, ils développent des trajectoires de vie pour des familles, puis pour des enfants qui vivent des affaires très, très difficiles, mais ils se roulent les manches à tous les jours, puis ils détournent pas le regard, puis ils vont à plein fouet pour essayer d'aider ces enfants-là puis ces familles-là. Puis on n'en parle pas vraiment. On est tous contents que ça existe quand on en a besoin. Puis on n'en parle pas. Puis je dirais aussi que c'est pas les premières non plus à
avoir une pancarte puis dire « Regardez ce que j'ai fait, regardez, c'est ça ce que je fais dans la vie. On dirait que cette attention-là, c'est moins nécessaire. Puis ça fait que ça passe inaperçu, souvent, malheureusement. Et donc, je pense que autant pour notre équipe qu'on voit des belles choses, on a vraiment une belle équipe ici. Je pense que ça reste une journée par année. Hein? C'est pas la fin du monde de dire hey, merci parce que c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. Puis on le dit probablement pas assez souvent. C'est ça, ça passe dans l'ombre finalement. C'est important de le souligner aussi. Oui, exact. Une belle occasion de souligner la force et le courage des femmes au quotidien. Puis pour être moi-même une femme, tu sais, pour parler pour les femmes en général, là, je serais portée à dire qu'on va se valoriser par d'autres rôles que celui de professionnel, celui de maman, celui de conjointe, celui d'amie à la limite, mais de se faire valoir comme professionnel puis d'avoir accès à cette reconnaissance-là, c'est moins naturel d'aller le chercher. Fait que Éric a eu la bonne idée de le souligner de cette façon-là. Oui, c'est en effet une très bonne idée. Regarde, c'est un geste qu'on devrait poser plus souvent et qui devrait revenir carrément à chaque année. Là. Comment décrirez-vous la place qu'occupent les femmes au sein du centre de pédiatrie et dans le milieu communautaire en général? Centrale. Oui. Centrale ici. Clairement. Puis il y a quelque chose d'historique aussi dans ça. Là. On en parlait là, du fait que les volets de la santé et de l'éducation ont toujours été portés par des femmes, ou même à la maison, il y a quelque chose dans la répartition des rôles. Historiquement, les hommes au travail, les femmes à la maison, dans le soin, dans le caring. Fait que c'est naturel que ce soit la même chose dans les emplois puis au communautaire. Fait que... Puis je pense qu'il y a des rôles qui collent bien aussi. On a par exemple quelqu'un qui est notre adjointe à l'entrée, là. Mais elle va s'occuper de tout le côté administratif, mais elle va aussi accueillir tous les enfants quand ils rentrent au centre avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. C'est une personne qui est extrêmement organisée parce que tout ce qui est rapport avec les horaires des médecins, avec les appels pour les invitations, c'est du gros multitask, là. Puis elle jongle plusieurs choses en même temps, avec le sourire, avec la passion qu'elle donne. Et puis, elle le fait d'une façon automatique, là, je pense. Là. Mais je pense que c'est super important parce que moi, je ne serais pas capable de faire ça. Peut-être, c'est pas parce que je suis un gars, peut-être que je suis juste désorganisé, mais je me verrais pas être dans une tâche où il y a autant de facettes. Puis je pense que cette espèce de polyvalence-là, ça colle beaucoup avec les équipes féminines que j'ai travaillées où on demande quelqu'un de faire quelque chose. Puis, OK, je vais le faire. C'est pas dans son rôle. Elle a plein d'autres choses à faire, mais elle va le faire parce qu'elle est capable, parce qu'elle a cette passion-là. Fait que je trouve que cette polyvalence-là, c'est intéressant. Je me suis jamais fait répondre par une collègue « ça, c'est pas ma job ». OK. J'aimerais ça que tu... Ah non, ça, c'est pas ma job. J'ai jamais eu ça. D'habitude, c'est je vais essayer. Je pense que je suis capable. Si c'est important, on va le faire. Puis cette ouverture-là, à quelque part, ce courage-là aussi, d'accepter des défis, je pense que ça colle bien, en tout cas, aux collègues féminines que j'ai eues dans ma carrière. Il y a beaucoup une question de passion qui revient, je pense, dans tout ça. Puis j'ajouterais aussi l'attention portée aux détails. Ça, c'est quand même très féminin là, de remarquer puis de souligner. Après, pour donner l'exemple, justement, dans la pédiatrie sociale, on est vraiment en proximité avec les familles. On veut créer des liens de confiance, les remettre en confiance. Puis le fait de se rappeler que la dernière fois qu'on s'est vu, le lendemain, tu avais ton examen de mathématiques. Puis moi, je me souviens de ça. Puis quand je te revois, je te demande « comment ça s'est passé? Okay. » Tu sais, c'est dans des petites attentions. Ouais. Puis ça, c'est ça. Je suis prête à dire que c'est typiquement féminin. Puis ça contribue. Ça contribue vraiment à ce qu'on crée avec les familles. Puis ce qu'on est capable par la suite de faire avec eux, de les accompagner dans leurs besoins en démontrant qu'on s'en soucie de comment notre présence, notre intérêt d'une certaine façon. Oui, ça fait toute la différence. Ce caring-là, maternel, là, je pense qu'il est inné, là, c'est hyper important parce que les gens qui viennent ici, nos familles, ils ont toute une histoire de vie, puis elle n'est pas toujours très, très rose. Mais ils viennent toujours ici quand même de leur propre gré. Là. Il n'y a pas encore de cours qui obligent les familles à venir en pédiatrie sociale. Fait qu'ils viennent avec tout leur bagage et la façon qu'on va les accueillir, c'est vraiment primordial parce que c'est là où tu vas être capable d'accrocher. Est-ce qu'ils vont continuer à venir? Est-ce qu'ils voient de l'empathie dans la compassion? Est-ce qu'ils voient que tu as du non-jugement dans la façon que tu es accueilli?
peu importe la situation, puis bon, vous savez un peu c'est quoi la clientèle de pédiatrie sociale, fait que il y a des situations qui peuvent être très difficiles de rencontrer les parents en sachant des situations X, mais de travailler dans ce non-jugement-là, puis de se rappeler, de dire « Hey, t'avais un examen maths la semaine passée, il y a 2 mois, comment ça a été? » Puis de vraiment focusser, excusez pour l'anglicisme, mais sur l'enfant. Et sur le fait que l'enfant, il est là, et là, tu as un pouvoir de faire quelque chose avec cette famille-là, et d'avoir cette empathie-là quand tu les reçois. Pour moi, ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Mm-hmm. Parfait. Quand vous pensez aux femmes de votre équipe, quel est le premier mot, la première image qui vous vient en tête et pourquoi? Le premier mot, je l'ai peut-être dit tantôt, mais moi, je trouve que ça prend du courage pour travailler en pédiatrie sociale, dans toutes les sphères, mais je dirais particulièrement les intervenantes qui sont avec nous, qui entendent des histoires qu'on ne veut pas nécessairement entendre, qui sont face à des situations qui sont difficiles, mais qui ne détournent pas le regard, qui y a quelque chose à faire. Le modèle de la pédiatrie sociale, ben moi, je suis convaincu, là, je suis en amour avec, là, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il faut y croire. Puis il faut croire au potentiel des jeunes et des parents d'être des partenaires dans leur vie, dans leur trajectoire de vie. Mais il faut persévérer, tu sais. Puis des fois, c'est difficile. Des fois, on aurait le goût de dire, ben je vais parler pour moi, mais de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des lacunes, il y a des défis énormes, il y a de la consommation, il y a des santé mentale, il y a des déficiences, il y a toutes sortes de choses mais c'est pas grave, on va avoir le courage de faire ce qu'on peut. Puis le courage de dire, ben, peut-être ça fonctionne pas. Fait que, en tout cas, moi, le premier mot, c'était une longue réponse pour un petit mot, là, mais je dirais que c'est le courage de travailler en pédiatrie sociale et de vouloir changer le monde un enfant à la fois. Oh, OK! Puis j'ajouterais aussi, le Force Tranquille, c'est des femmes solides, des piliers qui représentent des ancrages, puis parfois même, c'est d'être la personne significative qui, pour certains enfants, selon les contextes, mon intervenante au centre de pédiatrie, elle représente beaucoup pour moi. Bien, ça demande une bienveillance, une solidité. Fait que c'est beaucoup de mots pour répondre à la question, mais c'est toutes des caractéristiques là, des femmes qui sont présentes en pédiatrie sociale. C'est ça, c'est souvent une question de force, de bienveillance, finalement. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans le travail au quotidien des intervenantes, par exemple? Ou de toute autre personne qui œuvre ici au centre de pédiatrie? Oui, bien la capacité de conjuguer avec, justement, là, d'être confronté à des situations difficiles, d'avoir une écoute quand même. Oui, de rester disponible, solide dans ces moments-là qui nous ébranlent personnellement par moment, puis même de faire la conciliation travail-famille aussi, là, de ne pas ramener ce qui est vu au quotidien ici à la maison, puis inversement, là, ça demande d'être en mesure de faire la coupure. Puis ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, en effet. Même des risques associés à ça. C'est garder l'équilibre entre d'avoir une certaine distance professionnelle pour être capable de faire, de jouer ce rôle-là, mais en même temps de développer une proximité puis un lien avec l'enfant pour pouvoir, comme on a dit tantôt, avoir la confiance aussi de la famille et de l'enfant. Fait que c'est une zone grise qui vous jouez très bien aussi, là. Mais c'est aussi la résilience, d'être capable de continuer à venir travailler malgré ces choses-là et d'être capable de faire le vide après qu'on a eu des moments ou des journées difficiles, d'être capable de ne pas ramener ça chez toi non plus. On a beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont aussi parents. Et donc, dans le rôle qu'on fait, des fois, c'est difficile quand on est parent puis on voit d'autres enfants qui ont peut-être pas les mêmes opportunités ou qui ont eu des sévices difficiles à entendre. Donc, bravo. Au centre de pédiatrie, finalement, il y a quand même qui accompagne vraiment. Ces femmes-là accompagnent aussi beaucoup les enfants, les familles qui sont en grande vulnérabilité. Mon Dieu, ça doit être encore plus éprouvant, j'imagine. À quoi ressemble cette réalité-là sur le terrain? Oui, ça prend plusieurs formes. Il y a plusieurs visages à la grande vulnérabilité. Là. On va parler de grande vulnérabilité à partir du moment où il y a plusieurs de ces critères-là, mais
sur le plan social, sur le plan individuel, dans l'environnement, fait qu'on peut parler, ça peut aller de la monoparentalité aux problèmes de santé mentale, à la toxicomanie, à l'itinérance. Un paquet de sujets différents. Exact, qui font que ces enfants-là, ben, ils ont des besoins particuliers, ils ont besoin de soutien pour arriver à leur plein épanouissement. Puis ça se fait entre autres à travers nos services, en plaçant l'enfant au cœur. Fait que c'est des réalités, c'est ça, qui prennent différentes formes, qui sont pas toujours évidentes, mais ça permet, tu sais, on y va un petit peu à la fois en plaçant l'enfant au centre, puis en y allant au rythme de la famille, puis en les suivant sur la trajectoire de vie de 0 à 18 ans, bien, ça permet de, oui, être présent dans les moments difficiles, mais on a aussi la chance d'être aux premières loges, des premiers petits pas, puis des moments positifs. Fait que c'est tout ça, la pédiatrie sociale puis la vulnérabilité. Émotivement parlant, ça doit être exigeant quand même aussi. Oui, c'est ça. De là, l'importance de mettre ses limites par moment, puis de se trouver des façons de prendre soin de soi à travers ça, parce que c'est aussi typique femme, d'être au devant pour aller prendre soin des autres, se mettre moins en priorité. Ouais. Et s'oublier un peu dans tout ça, finalement. Puis la variété de cas qu'on peut avoir, comme Elisabeth a dit, c'est aussi la raison pourquoi on a des équipes qui sont vraiment multi, là, au niveau... on a des psychoéducatrices et éducatrices spécialisées, des psychoéducateurs... travailleurs sociaux, des sexos dans certaines autres places aussi, parce qu'on a vraiment une grande variété de besoins qu'on doit répondre. Et donc, que ce soit le développement ou l'environnement, peu importe qu'est-ce qu'on a à travailler, on essaie de trouver vraiment des équipes qui sont capables vraiment de répondre à tous ces besoins-là. On disait au fond que le travail en pédiatrie sociale, c'est quand même très exigeant aussi. Comment les femmes réussissent-elles à porter ces histoires parfois lourdes, tout en demeurant présentes et humaines? C'est quelque chose qu'on a déjà un peu abordé, mais oui, exact. C'est quand même toujours quelque chose à surmonter, finalement. Oui, puis ça passe par le point, d'ailleurs, de travailler en équipe multi, mais de travailler en équipe, point, là, de pouvoir s'entraider, d'avoir un espace ensemble pour décanter les situations après, pour réfléchir ensemble quand on est confronté à quelque chose de plus complexe, de plus difficile. Vraiment, le travail d'équipe, ça permet, ça y est pour beaucoup là, dans cette... Ça aide beaucoup à surmonter le tout, finalement, et à voir plus clair dans les situations. Oui, puis se supporter entre nous dans ces moments-là. Puis moi, en entrevue, je pose toujours la question, qu'est-ce que tu fais comme loisir? Qu'est-ce que tu fais quand tu as fini ton travail? Pas parce que je veux aller dans la vie privée des candidats qui veulent venir travailler dans un centre, mais parce que je sais à quel point que c'est vraiment important d'avoir une soupape. Quelque chose, que ça soit le sport, que ça soit du bénévolat, que ça soit de la musique, mais après une journée difficile où ce qu'on veut faire la coupure, puis on veut pas nécessairement amener la charge émotive de la journée chez nous, ça prend quelque chose pour essayer de faire le vide, là, si tu veux, et c'est vraiment important parce que sinon... Une des difficultés qu'on a, là, on est en train de parler de toutes les belles choses que les femmes ont qui collent à ce genre de métier-là, avec leur empathie, compassion et tout ça, mais il y a une étiquette de danger après ça aussi. Et ce danger-là, c'est un peu, Elisabeth a parlé aussi, que la compassion que les femmes vont souvent avoir, elle va passer au-delà de leur propre protection d'eux-mêmes. Donc, on est dans une business où l'épuisement compassionnel, ou si on en regarde dans le DSM-5, là, ça s'appelle le trauma vicarien, c'est quelque chose qui existe pour de vrai. On donne l'empathie, on donne parce qu'on veut aider, et on donne trop, et on se protège pas nous autres-mêmes. Et là, ça fait comme le réservoir d'empathie, de compassion diminue tranquillement. Fait qu'il faut trouver une façon de recharger cette batterie-là, trouver une façon de retrouver un sens dans ce qu'on fait. Et puis, il faut se protéger de ça aussi. Je pense que les gars, on est un petit peu mieux à dire, OK, là ça c'est trop, là. Là, moi, je suis plus capable, là. Je vais prendre un break. Je pense que ce clapet-là, il est un petit peu plus lousse dans nos collègues féminines, où ils vont aller toujours souvent au-delà de ce qu'on leur demande, parce qu'on ne peut pas laisser un enfant. Puis moi, j'ai la mauvaise job des fois de dire, oui, mais là notre rôle, il arrête là. Ou ton rôle arrête là. Prends des vacances. Non, tu ne peux pas venir pendant Noël. Je sais que tu aimerais ça parler avec cet enfant-là. Tu ne peux pas. C'est plate, mais je le fais pour le bien-être de l'équipe.
parce qu'il faut qu'ils se protègent dans ça. Puis on l'a vu là, dans les commissions, pas commissions scolaires, mais les centres de services scolaires, le nombre d'enseignantes qui quittent après 1 an ou 2 ans ou qui tombent en arrêt de travail. On a la même chose avec nos infirmières. Et on a la même chose en pédiatrie sociale avec des intervenantes qui arrivent à un bout où ils ont trop donné. Fait que c'est pas là, je sais qu'on veut donner les qualités et tout ça, mais quand même, c'est un réel enjeu. Il faut qu'ils soient capables de se protéger parce qu'ils vont souvent mettre les autres avant eux-mêmes. Puis ça, ils font ça dans leur famille aussi, puis ils font ça dans d'autres contextes, mais ils font ça aussi dans leur rôle d'intervenante en pédiatrie sociale. C'est que ça devient super exigeant au fond et super difficile aussi de conjuguer avec tout ça. Y a-t-il eu des moments dont vous pouvez vous rappeler, peut-être discrets ou bouleversants, où vous vous êtes dit, voilà pourquoi le travail en pédiatrie sociale est essentiel? J'imagine qu'il y en a eu plusieurs, peut-être même à chaque client. Même. Ouais, en disant clairement qu'il y en a qui nous ont marqués, je dirais les histoires qui se terminent par un « merci, sans vous, ça n'aurait pas été possible ». Bon, on n'a pas toujours une reconnaissance verbalisée comme ça, mais des fois c'est en image, des fois c'est juste en résultat d'une intervention. Bon, oui, on en a plusieurs, mais pour donner un exemple plus concret... on avait, par exemple, une famille en situation d'immigration qui sont arrivés ici avec rien, puis un statut migratoire très précaire. Et on les a pris sous nos ailes en faisant d'abord une rencontre d'évaluation-orientation, fait qu'avec le médecin, l'intervenante sociale, puis les personnes significatives autour de l'enfant, pour entendre l'enfant, ses besoins, puis suite à ça, mettre en place des services pour la famille, pour les soutenir selon les besoins qu'il avait nommés. Puis là, dans ce cas-ci, ça a permis, premièrement, un examen médical, des enfants qui n'avaient pas vu le médecin depuis plusieurs années. Il y avait des douleurs aux dents. On a un partenariat avec le Centre dentaire de Thetford qui nous permet de faciliter l'accès à ces soins et services-là. Donc, qui ont pu voir le dentiste et éliminer cette douleur-là. Ça a permis aux enfants d'être concentrés à l'école, d'être disponibles aux apprentissages. Ça fait toute boule de neige suite à ça. Aussi, là, des fois, ça nous amène à sortir un peu de notre rôle et de notre mandat principal, mais cette maman-là, on l'a accompagnée à se trouver un emploi. Suite à ça, elle a pu avoir un revenu pour supporter la réponse aux besoins de base de ses enfants. Fait que ça a vraiment été des petits pas à travers le temps, tout en créant la confiance avec cette famille-là, mais qui nous a permis d'avoir de beaux résultats de cet accompagnement-là. Puis les enfants ont commencé à participer à nos activités du milieu de vie qu'on appelle. Fait que, à travers cet espace-là, ils ont pu vivre des moments positifs, créer des liens avec d'autres enfants. Fait que c'est vraiment, pour donner un seul exemple, mais de situations. Il faut rien donner d'autres, je crois bien. Au fond, d'en avoir beaucoup de cas où ça fait une réelle différence, finalement, dans la trajectoire d'un enfant, d'une famille. Quelles compétences spécifiques ces femmes développent-elles dans le milieu où vous œuvrez et qu'on sous-estime peut-être trop souvent aussi? Oui, mais Mais vous avez des capacités innées d'une certaine façon aussi, que les hommes n'ont pas, comme on le disait tantôt. Je pense que c'est l'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle qui est vraiment au rendez-vous aussi. Tu as fait allusion aux hommes. Tu sais, je pense que on est un petit peu plus renfermé pour parler de nos propres émotions. Donc, si on vit des choses, on va peut-être soit garder ça pour nous autres ou on va prendre ça dans les bandes de hockey en jouant avec les chums, on va se défouler. Mais je pense que ce qui est le fun entre intervenants, quand il y a des moments difficiles, quand ils vivent des choses difficiles, ils sont tous des intervenants. Donc, tu sais, de s'asseoir entre eux et de discuter et de sortir ça. Et c'est correct de trouver ça difficile, puis c'est correct d'être heurté par cette situation-là. Et je pense que les gars, on a à apprendre de ça aussi, de se mettre dans une position vulnérable où on est capable de dire « ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile ». Et de le laisser paraître aussi. Ça, c'est une qualité que je vois en travaillant avec... Ils ont plus d'aptitude à sortir de leur zone de confort, au fond, que nous, on a. Ben oui, au niveau des émotions, je pense que oui, mais ça fait aussi qu'ils sont capables de rentrer en lien avec des gens qui sont devant eux, qui clairement, visiblement, vivent quelque chose de difficile. Et d'être capable si toi, tu es ouvert, ben tu encourages la personne en face de toi d'être ouvert aussi. Puis en pédiatrie sociale, on va travailler des années, des fois, avant d'avoir un dévoilement. Là. Même si on sait qu'il y a quelque chose qui se passe,
si la confiance n'est pas là, si le lien n'est pas fait, ça peut prendre énormément de temps. Fait que je pense que si les bonnes personnes qui sont devant eux, qui est capable de tisser cette confiance-là, puis qui a cette ouverture-là, ce humanisme-là et cette intelligence émotive-là, qui est capable d'arriver à bon port avec ce qu'on essaie de faire avec nos familles. Comment on pourrait expliquer que le milieu communautaire repose en général sur les femmes? Qu'est-ce qui fait que c'est pas les hommes qui ont pris ce rôle-là, mais je pense que les femmes ont des aptitudes particulières pour le faire aussi. Je m'excuse. Il y a des aptitudes particulières, oui, mais il y a un éléphant blanc dans la pièce aussi. Là. Je ne sais pas si tu veux qu'on le mentionne, mais honnêtement, je pense que il y a le côté salarial aussi a fait que on a parlé tantôt que les femmes, ils vont se valoriser dans plusieurs différentes façons dans leur vie, mais de faire un travail qui est nécessaire, essentiel, qui est humain, qui redonne à la société, ça fait que c'est une motivation importante pour plusieurs femmes. On a parlé tantôt de l'historique, là, on a eu des infirmières, on a eu des, avant les tutrices d'école, les enseignantes, les nounous, ça a souvent été collé au genre féminin. Mais puis ça a continué. Encore aujourd'hui, on a beaucoup plus d'infirmières et d'enseignantes et de gens des CPE que d'hommes. Oui, effectivement. Mais je pense qu'une des raisons, ayant été un éducateur dans un CPE dans une autre vie, le côté salarial a certainement un impact sur certains hommes diraient « Moi, je travaille bien trop fort pour ce salaire-là. » Je dis pas que c'est correct. Les femmes doivent travailler aussi fort. Ils méritent d'avoir une équité salariale, malheureusement, qu'on n'a pas encore arrivé. Là. Le plafond de verre, malheureusement, est très réel. Mais pas juste réel au niveau des femmes, mais réel aussi au niveau de la société. Parce que si on regarde tous les salaires confondus, hommes ou femmes, soit dans le communautaire ou dans les centres de pédiatrie sociale, c'est pas du tout comme le privé, là. Ou même au niveau du réseau. Donc, même si je suis un gars, les salaires sont plus bas en tant que direction générale dans un centre de pédiatrie sociale qui serait si je suis un gars au privé. Et ça, c'est, je crois, malheureusement, parce que c'est prédominamment des femmes qui ont toujours pris ces rôles-là. Et dans l'histoire, je dis pas que c'est correct, mais dans l'histoire, ça fait que c'était des salaires qui étaient moindres que dans d'autres professions. Oui. Puis j'ajouterais aussi à ça les conditions de travail générales. Là, si on parle de la possibilité de concilier travail-famille, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher davantage aux communautaires. Puis pour les femmes qui portent souvent un rôle de maman avec un rôle de professionnel et tout, ben ça le permet davantage. Puis je pense qu'il y a peut-être aussi cette petite variable-là là, qui explique pourquoi il y a tant de femmes, tant de précieuses femmes qui travaillent au communautaire. Mais c'est pas négatif d'avoir des femmes dans le communautaire qu'on a dit tantôt là, ils ont le caring, ils ont le cœur gros, ils ont l'humanisme. Ça fait que ça fait des organismes qui sont nécessaires et qui arrivent à bien combler tous les manques qu'on peut avoir de services dans un réseau. Fait que c'est pas méchant, mais non, on le regarde, le travail est essentiel vraiment à tous les niveaux. Là, si on n'avait pas tous les organismes que l'on a ici en région, on se passerait quoi? C'est exactement ce que le mouvement, le communautaire à bout dit présentement. Puis il va y avoir des moyens de pression pour ça, parce que malheureusement, ils ne sont pas reconnus à la juste valeur de l'impact qu'ils ont dans une communauté. Là. Puis c'est fou qu'il faut faire ça, parce que, si tu l'as dit, si le communautaire n'existerait pas, ou même, je peux faire une extension pour dire, si la pédiatrie sociale n'existait pas, parce que nous, on prend ce qui déborde du CIS, des CSS, on aide aussi au niveau du réseau. Bien, qu'est-ce qui arriverait à une communauté s'il n'y avait pas de communautaire du tout? Et c'est ça le message du communautaire à bout. Puis c'est porté par plusieurs femmes de notre société là aussi. Oui. Avez-vous quelque chose à rajouter de ton côté à ce sujet-là? Non, c'était assez complet, oui, ça fait du sens pour moi. Déjà, ils parlent trop. Là, Quels sont les gestes ou les façons d'être chez les femmes que vous trouvez particulièrement inspirants? Oui, bien, justement, cette capacité-là de mettre en confiance, de créer un lien qui permet la proximité, oui, vraiment,
c'est typique féminin. Question écoute, l'humanité, finalement, absolument. Ouais. qui se dégage beaucoup. Mm-hmm. Toi, de ton côté... Moi, je suis d'accord. On a répété beaucoup là, le côté humain, l'intelligence émotive, l'ouverture, la franchise aussi. C'est super important aussi. Une résilience aussi, en quelque sorte, je crois bien. Effectivement, effectivement. Puis, je mettrai une petite parenthèse. Moi, j'ai toujours un certain malaise quand on parle de genre, puis qu'on met tout le monde dans le même panier. Là, on parle des hommes, puis on parle des femmes. On est en train de parler dans notre expérience à nous, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, puis ce qu'on voit la majorité du temps. Mais je voudrais pas que quelqu'un qui écoute notre discussion qu'on est en train d'avoir, qui dise « Ah, moi, je connais une femme, puis elle n'est pas même pantoute. » Ou même une femme qui dit « Moi, je me reconnais pas dans tout ça. » Je sais pas, mais je pense qu'on généralise. Oui, quand même. Autant que moi, je ne fit pas dans la perception de certaines personnes d'un homme, d'un certain genre d'homme, bien, il y a des femmes qu'on est en train de décrire que nous, on a connues dans le communautaire et en pédiatrie sociale, qui répond bien à ce qu'on veut faire aujourd'hui pour souligner le 8 mars. Mais je ne prétends pas que il y a une formule puis que toutes les femmes sont... Non, pas du tout. Je voulais juste le dire parce que c'est important, je crois bien de le souligner. Ouais. Écoute, faut pas vraiment dresser un portrait comme dire c'est ça qui est la réalité. C'est pas ça. Non, la c'est des réalité, tendances. Oui, en effet. Quel défi aujourd'hui les femmes du milieu communautaire doivent-elles relever? Il y en a beaucoup, là. Oui, de conjuguer avec des grandes charges de travail qui viennent nous chercher émotivement. Ça recoupe la question de tout à l'heure, là, mais c'est vraiment des défis quotidiens, de faire beaucoup avec peu aussi, parfois. Oui. C'est ça. Le financement est toujours dans le milieu communautaire. Un défi. Oui, de taille, là, et souvent, c'est le nerf de la guerre. Hein. La reconnaissance, d'avoir les lettres de noblesse pour ce qu'ils font aussi, là. Oui, vraiment. Pourquoi est-ce que ces femmes demeurent-elles si souvent dans l'ombre, au fond? Oui, encore là, je pense qu'il y a quelque chose d'historique à ça, mais encore là, les hommes qui ont été plus au-devant, qui ont occupé plus des postes de pouvoir dans l'histoire, versus les femmes. Il y a encore des stéréotypes ancrés du genre la femme est discrète, elle fait son travail, ou même elle reste à la maison dans certains cas. Fait que je pense qu'il y a ça là, qui teinte encore le rapport homme-femme dans notre société. La journée de la femme est là pour souligner, oui, les progrès en termes de droits, mais aussi les inégalités qui persistent. Fait que je pense que ça fait partie encore de la réalité féminine. En effet. Quelque chose... je pense que, comme on a dit tantôt, il se réalise d'une autre façon. C'est l'étiquette ou d'être une star ou d'avoir vraiment une visibilité. Je pense que c'est moins important. Fait qu'elles sont prêtes à travailler pour des organismes qui sont plus petites, que peut-être qu'on ne connaît pas, mais qui ont un impact incroyable dans la société. Et ça, c'est assez pour qu'ils se réalisent dans ça. Mais puis, on voudrait mettre la lumière sur tout, là, mais en courtoyant beaucoup de communautés et beaucoup de gens qui travaillent dans le communautaire, il y a des organismes ici qui font des affaires extraordinaires, qui sont portés à bout de bras par les femmes, et on ne sait rien sur ce qu'ils font, sur les services qu'ils offrent, la façon qu'ils se battent pour donner des droits, que ce soit avec des personnes handicapées ou peu importe, parce qu'ils y croient, puis ils ont cette passion-là. Puis on dirait que pour eux autres, on dirait que c'est assez. Puis ils ne cherchent pas nécessairement la reconnaissance. Oui. Fait qu'ils vont rester dans l'ombre, puis peut-être ça fait bien leur affaire, puis c'est correct. Mais c'est des journées comme aujourd'hui qu'on va dire, il faudrait juste pas oublier que ça existe. Puis tout le travail qui est derrière ça et l'impact que ça a dans notre société. Est-ce que les femmes ils ont plus comme peut-être une attitude vocationnelle d'une certaine façon de pouvoir se consacrer à finalement des causes comme la vôtre ou d'autres dans la région? Oui, puis encore là, c'est une généralisation. Oui, encore une fois. Oui, clairement. Puis je pense que l'engagement social est fort chez les femmes. C'est pour la plupart naturel. On le voit dans le privé aussi. Il y a eu des études là, que quand c'est une femme qui est à la tête d'un organisme,
en tant que gestionnaire principal, ben, on a souvent la culture un peu plus familiale au sein de la compagnie. Là, on ne parle pas d'organisme, on parle de compagnie privée, mais les rapports vont être différents. Il va y avoir des comités différents. Des approches différentes, finalement. Puis ça paraît, tu sais, ça paraît. Si on pense à certaines grandes compagnies, là, donc c'est pas juste dans le communautaire ou en pédiatrie sociale, mais je pense que la façon d'être un gestionnaire, quand on a toutes ces qualités-là qu'on vient juste de parler au niveau de l'empathie, de la compassion et tout ça, bien, je pense que ça fait une différence. Et c'est normal que ça fait une différence dans les équipes qu'on... Qu'est-ce que peut gagner la communauté à finalement reconnaître davantage le rôle de ces femmes? Qu'est-ce que la communauté peut gagner? Bien, la communauté, il faudrait qu'elle soit au courant de ce qui se passe et ce qui est porté par ces femmes-là. Mais s'il y a un désir de les mettre de l'avant, c'est parce qu'ils vont avoir déjà quand même une... La communauté gagne déjà parce qu'ils existent. Ça existe. C'est ça. Puis je pense pas qu'ils vont arrêter de faire ce qu'ils font parce qu'ils sont pas sur la première page du journal. Fait que on est chanceux qu'ils ont cette résilience-là, comme on a parlé, puis cet intérêt-là et cette vocation-là de faire ça. Bien, sachant que les femmes supportent des services essentiels, je pense qu'on peut gagner en prévention dans la communauté, en service, vraiment. Parfait. Si ces femmes n'étaient pas là, à quoi ressemblerait notre communauté, selon vous? L'inverse de ce qu'on vient de nommer. Effectivement. Y a-t-il un message que vous m'auriez envoyé aux femmes qui œuvrent dans le communautaire et qui ne se sentent pas toujours vues ou reconnues? Bien, c'est de dire le contraire de ce que tu viens juste de dire. Que peu importe, les journées sont difficiles, puis peu importe, vous êtes vus, puis vous êtes reconnus, puis vous faites une différence incroyable là, dans ce que vous faites. Peu importe c'est quoi l'organisme, peu importe la grandeur de cet organisme-là ou la clientèle avec laquelle vous travaillez, le fait que vous êtes là et que vous faites ça et que vous travaillez avec d'autres organismes ou le réseau, ça fait une différence monumentale qui est difficile à mesurer avec... c'est difficile à mesurer au niveau quantitatif, mais si on parle à des enfants ou à des gens qui ont passé à travers ces organismes-là, des fois, il y a des personnes qui vont avoir rencontré qui vont se souvenir pour le restant de leur vie. Puis... Qui vont les avoir marqués, finalement. Oui, puis de l'extérieur, on peut peut-être pas comprendre ça, mais quand on est face à ces situations-là, ils vont avoir fait une différence pour le restant de la vie de ces familles-là. Alors, on peut dire merci. Yes. Qu'aimeriez-vous que la population comprenne, finalement, sur la valeur réelle du travail des femmes? Que c'est essentiel, que c'est central à plusieurs services. C'est ça, c'est pas naturel pour les femmes d'être à l'avant puis d'être reconnues, mais je pense que... C'est important de le faire quand même, ne serait-ce qu'une fois par année minimum. Donc, on devrait le faire plus souvent. On devrait le faire plus souvent. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, l'équité aussi, là, l'équité dans la reconnaissance, l'équité salariale, ça existe encore, là, on ne peut pas se cacher. Il y a encore du chemin à faire. Oui. Puis le respect, puis d'aider aussi qu'ils puissent avoir la vie familiale et la vie professionnelle aussi. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider ça. On a dit que c'est un plus pour beaucoup de choses, mais on peut aussi aider à ce que ça soit peut-être plus facile. On pense à des personnes qui partent en congé de maternité, puis qui ne peuvent pas revenir parce qu'ils n'ont pas de place en CPE pour leur petit pouls. Et ça, c'est quelque chose de récurrent. C'est une réalité. Fait que, si on veut avoir cette ressource-là sur le milieu de travail, il faudrait peut-être qu'on aide un peu pour aider les professionnels qui veulent revenir travailler aussi. Fait que, je pense qu'on peut aider pour que ça soit plus facile. Une responsabilité de société, je pense. Oui, de travailler à ce niveau-là et de pouvoir vous permettre finalement de vous épanouir sur le marché du travail. Vraiment. Et de contribuer aussi de diverses façons, finalement. Comment le Centre soutient-il ses intervenantes pour prévenir l'épuisement et favoriser leur bien-être? Parce que ça aussi, c'est important. Oui, définitivement, vas-y.
clairement, il y a cette sensibilité-là dans notre milieu de travail, de par différentes initiatives, mais de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir se soutenir entre nous. Il y a des espaces, il y a de l'espace pour ça, pour échanger, pour décanter les situations. Il y a aussi un espace physique pour ça. On a une salle de relaxation qu'on appelle, qui est un espace pour aller se déposer, décanter. On accorde beaucoup d'importance au climat d'équipe, tout ça. Puis des initiatives de reconnaissance aussi. Là, on a un directeur qui est sensible à ça, qui a toujours des bonnes idées pour qu'on sente que notre travail est valorisé. Fait que, Puis je pense aussi ça passe aussi par la formation. La reconnaissance, ça passe aussi par la formation. Donc, des personnes qui sont ici qui veulent s'améliorer ou qui veulent peut-être prendre des nouveaux défis puis qui ont besoin de la formation, je pense que c'est une belle façon de dire merci en disant oui, on va accéder à cette formation-là. Puis, je pense que ça aide aussi. Mais comme Elisabeth a dit, c'est le noyau de l'équipe qui fait qu'on est capable de valoriser dans notre noyau à nous le travail qu'ils font. Puis on leur demandera, peut-être on ne le dit pas assez, mais on va se faire la mission de le dire, pas juste le 8 mars, à chaque année. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent du travail accompli par les femmes ici au centre? Bien, qu'elles font une différence significative dans la vie de plusieurs enfants. On accompagne plus ou moins, là, je ne sais pas, chez les dernières données, là, étant de retour de congé, mais 220, 230 enfants. Plus annuellement. Oui, fait que c'est tous des enfants pour lesquels il y a eu des choses significatives qui ont été faites dans leur vie par l'équipe du centre de pédiatrie. Fait que c'est significatif ce qu'elles font au quotidien. Tellement améliorer la vie des enfants, vraiment, aussi des parents par la même occasion. Si vous aviez un souhait formulé pour l'avenir, pour votre équipe, pour toutes les femmes du communautaire, quel serait-il? Restez. Non, restez qui vous êtes. Ça, je pense que c'est super important, blague à part. Gardez, quand c'est difficile, restez. Tu sais, des fois, j'ai déjà eu des conversations où ce qui dit « Ah, je suis trop émotive, ça vient me chercher trop. » ou ça fait vibrer des affaires difficiles à moi. Mais je pense que ça fait aussi partie de pourquoi ils sont capables de faire ce qu'ils font. Fait que restez honnête à qui ils sont. Puis restez dans ce que vous faites parce que vous faites une différence. Là. On ne veut pas empêcher les gens là, d'explorer d'autres avenues, mais il ne faudrait jamais qu'ils pensent que c'est pas important ce qu'ils font. Mm. Parfait. En une phrase, comment résumeriez-vous la contribution des femmes du centre et du milieu communautaire à notre société? Essentiel. Mm. Il n'y a pas une chanson de Ginette Renaud, là, je chanterai pas. L'essentiel. C'est essentiel. Ils portent le centre à bout de bras. C'est eux autres qui font Elisabeth et son équipe. C'est eux autres qui sont en intervention. On peut avoir... C'est eux qui sont sur le terrain, c'est elles qui sont au front, au fond. Exact. Oui, tout ça soutenu par une structure. Il y a beaucoup l'administratif, le CA derrière tout ça. Tout ça tient ensemble grâce à toutes ces personnes-là, mais ouais. Sans oublier les partenaires, parce qu'en pédiatrie sociale, si on n'a pas de partenaires qui croient à notre mission, qui croient à cette équipe et qui est ici aussi, on n'arriverait pas. Là. On n'a pas un financement comme d'autres organismes communautaires. Fait que les partenaires et les partenaires, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont à la tête de plusieurs entreprises et qui ont adopté la mission et l'équipe, et on est très, très reconnaissant de ça. Si vous aviez adressé un message aujourd'hui aux femmes à l'occasion de la journée internationale, de leur journée internationale, que leur diriez-vous? Bien, un gros merci. Là. Je suis pas capable de faire cette affaire-là que tout le monde fait là, avec le cœur. Je suis pas capable de faire ça, mais ça serait vraiment un sincère merci. Puis pas un merci parce qu'on est obligé de le faire parce que c'est le 8 mars. J'aimerais ça dire merci le 27 février, j'aimerais ça dire merci le 12 juin. Il faut dire merci. Merci. Alors, à toutes les femmes qui œuvrent au sein de votre centre de pédiatrie et dans tout le milieu du communautaire, nous vous disons merci. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Ça a été très plaisant. Regardez, on se retrouve bientôt finalement. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de participer à un autre projet comme celui-ci. Merci. Merci beaucoup. Merci.